Bon, alors je m'appelle JB, je fais du triathlon et je fais plein de contenu pour partager ma passion autour du sport, donner des conseils, partager mon aventure à la recherche de performance en triathlon, motiver les gens, les soutenir dans leur démarche pour se mettre au sport ou performer dans le sport. Bref, j'essaie de créer un truc où on s'entraide, on fait tous du sport, où on se fait kiffer raisonnablement ou pas du tout. Et aujourd'hui, c'est un nouveau format, un petit peu dans le style podcast. J'ai eu l'idée de faire ça parce qu'en fait, je suis entré en contact avec notre invitée du jour, qui s'appelle Marie, qui est doctorante en physiologie du sport. Et donc on s'est fait un appel. Et en fait, l'appel a duré vraiment 1 heure, 1 heure et demie. C'était hyper intéressant, on a abordé plein de sujets. Elle m'a appris déjà beaucoup de choses. Et à la fin de l'appel, je me suis dit, punaise, mais on aurait dû enregistrer ça parce que c'était hyper intéressant. Il y avait plein de choses à se dire. Elle a beaucoup de choses à partager, beaucoup de connaissances. Du coup, je vais proposer de faire ce format podcast où on discute, où on prend le temps. Marie, c'est une fille qui est passionnée, scientifique, sportive, qui a envie en fait de partager ses connaissances, de vulgariser la connaissance scientifique autour du sport et de l'entraînement, parce qu'elle a le sentiment que les informations qui sont le plus diffusées sur les réseaux sociaux sont pas forcément les plus justes et les plus exactes. Donc voilà, elle a envie de partager elle aussi sa passion sur le plan scientifique. Et j'ai le plaisir de vous annoncer que le partenaire du jour, il n'y en a pas. Il n'y a pas de partenaire. On fait tout nous-mêmes sur cette chaîne. Donc si tu connais quelqu'un qui bosse dans une boîte, qui aimerait sponsoriser mes contenus, n'hésite pas, envoie un message. Il y a plein de choses à faire et ce serait bête de rater le train parce que je peux vous dire qu'on a beaucoup d'ambition ici. Du coup, c'est le moment d'accueillir Marie. Salut Marie, comment ça va ? Salut JB, ça va super et toi ? Ça va. Je t'ai présenté très brièvement là, et est-ce que toi tu pourrais nous dire exactement ce que tu fais actuellement, les trucs que tu étudies et où t'en es dans tout ça, les différents sujets auxquels tu t'intéresses, pour qu'on se fasse un peu une idée déjà de ce que tu fais dans la vie, quoi. Parfait, du coup moi c'est Marie, docteur sport sur Instagram. Je suis en 2e année de doctorat en physiologie du sport. Donc j'ai fait des études en STAPS et j'ai basculé sur le doctorat pour faire de la recherche. Et moi je m'intéresse tout particulièrement aux conditions extrêmes, donc comment le corps s'adapte à la chaleur, au froid et surtout à l'hypoxie. Donc moi mon domaine principal à la base c'est les méthodes d'entraînement en hypoxie, donc en altitude. Et je m'intéresse aussi beaucoup à tout ce qui se passe au niveau cellulaire et notamment à la balance redox de l'organisme. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est le déséquilibre entre les molécules qui vont venir oxyder nos cellules, donc qui vont créer des dommages à nos cellules, et les défenses antioxydantes qu'on possède dans l'organisme, et notamment des enzymes. Donc voilà, en gros là j'ai des projets en France et au Canada parce que je fais ma thèse entre les 2 pays. En France, je suis impliquée sur des protocoles d'entraînement en hypoxie avec des fédérations de sport nationales et pour les Jeux Olympiques 2024. Et des fédérations de sport nationales, c'est quoi ? C'est les équipes de France ? Ouais, les équipes de France, ouais. C'est ça. Ok. Les équipes de France. Et ici au Canada, j'ai un projet qui mêle la course en antigravité, donc sur un tapis haltérgé pour ceux qui connaissent, et pareil de l'hypoxie induite par un générateur hypoxique. Et donc dans les différents projets, on fait des prélèvements sanguins et moi je vais analyser tout ça après au laboratoire à Lyon. Donc en gros c'est ça. Ok, et t'as été sportive aussi ? Oui, j'ai été sportive, j'ai un passé de sportive de haut niveau, on va dire ça comme ça, mais j'étais nageuse quand j'étais plus jeune, j'ai fait sport-études, nager 3 heures par jour quand on est au collège, début lycée, et puis là depuis quelques années je pratique un peu le crossfit, et je nage toujours un petit peu à côté, mais plus pour le plaisir. J'ai un peu la même réaction que toi quand je parle de ma vie sportive quand j'étais tout jeune. Pourquoi tu dis de haut niveau avec des guillemets ? Parce que... Alors, c'est vrai que par rapport à la population moyenne, on va dire, c'est sûr que j'ai été sportive de haut niveau parce que quand on a 12-13 ans, s'entraîner 2-3 heures par jour tous les jours et 2 fois par jour pendant les vacances scolaires, c'est sûr que c'est du haut niveau. Mais après, quand on se compare aux athlètes hyper connus de notre discipline, on se dit, ouais, en fait, j'étais pas du tout dans du haut niveau. Donc, c'est pour ça que je mets toujours un peu des guillemets où je prends des pincettes quand j'utilise ce terme, parce que je sais que pour une personne lambda, oui, c'est du haut niveau, mais quand tu te compares à, je sais pas, des Florent Manodou, des choses comme ça, non, tu faisais pas du haut niveau, quoi. Donc, même si j'ai fait des compètes avec lui quand j'étais jeune, mais comme on était dans le même comité régional, je l'ai croisé sur certaines compètes quand on était plus jeune, mais ouais. Et après, j'ai toujours eu ce goût du sport
de toujours de me dépasser, de toujours aller m'entraîner. Pour moi, c'est hyper important pour mon équilibre physique et mental, surtout quand on fait des études comme le doctorat où on est vraiment tout le temps derrière un ordinateur ou bon, parfois avec les athlètes, c'est vrai, mais c'est surtout un métier, des études qui sont très sédentaires, on va dire. Donc beaucoup de temps derrière l'ordi à analyser des chiffres, à lire des articles. Donc c'est vrai que c'est hyper important de toujours avoir cette activité physique pour décompresser aussi à côté. Et toi, tu fais des parallèles entre ta vie, cette période où tu étais à la recherche de performance et ce que tu fais aujourd'hui ou Tu veux dire dans le travail, là, si je recherche la performance ou... Non, je veux dire, moi je faisais du rugby quand j'étais jeune à haut niveau. Ouais. Là, ça fait pas très longtemps que je m'intéresse vraiment au sport d'endurance et je me rends compte que je comprenais rien à ce que je faisais quand j'étais jeune, en fait. Oui. Et du coup, je tisse des liens un petit peu des fois où je me dis, mais moi, j'aurais fait ça à ce moment-là. Oui. Ça aurait tout changé, ça aurait changé des choses. Enfin, avec le recul, en fait, je comprends mieux certaines choses où je vois ce que je ne faisais pas à l'époque qui aurait pu être utile. Enfin, tu vois, des choses comme ça, quoi. Oui, c'est vrai que quand on fait du sport, notamment quand on est très jeune, il y a plein de choses qu'on fait, on ne sait pas pourquoi on les fait, en fait. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de jeunes qui arrêtent. Tu vois, moi, j'ai arrêté la natation parce que j'étais arrivée à un ras-le-bol. En fait, je m'entraînais tous les jours et j'arrivais pas à performer le week-end en compète. Et à l'époque, je comprenais pas d'où ça venait, tu vois, j'avais pas assez de recul sur qui j'étais, sur comment je m'entraînais, les performances, tout ça. Et à l'époque, j'ai pas eu l'aide de mon coach que j'attendais, tu vois. Je me suis dit, voilà, s'il a vraiment envie que je continue, peut-être qu'il va me dire, prends le temps qu'il te faut, pose-toi, fais autre chose, voilà, change-toi les idées et puis tu reviens quand t'auras envie, même si c'est pour faire un entraînement par semaine et tout. Et en fait, j'ai pas eu ça. À l'époque, il m'avait dit, si tu veux arrêter, arrête. Et moi, j'ai un caractère un peu... tu sais, c'est blanc ou noir. Il m'a dit, t'arrêtes. Ok, j'arrête, salut. Et pendant 1 an et demi, j'ai pas remis les pieds dans la piscine, tu vois. Et c'est vrai qu'en grandissant après et en apprenant plus sur le sport et tout, je me suis dit, si j'avais su ça à l'époque, peut-être que j'aurais fait les choses différemment, ou j'aurais pris plus le temps de réfléchir, de me dire, ok, là, c'est une mauvaise passe, t'arrives pas à performer, essaie de comprendre pourquoi. Et même aujourd'hui, ça fait 12 ans que j'ai arrêté le haut niveau. Avec le recul, je sais toujours pas pourquoi j'arrivais pas à performer en compétition, tu vois. Et c'est vrai que du coup tu te poses toujours des questions, tu te dis si j'avais fait ça comme ça, peut-être que ça aurait été différent, mais bon, après on revient pas sur le passé. Mais c'est vrai que oui, après quand tu grandis, et même surtout quand tu changes de discipline aussi, je trouve ça te force à apprendre et à te renseigner toi-même de ton côté. Et après oui, bien sûr que tu fais des parallèles avec ce que t'as fait quand t'étais plus jeune. Puis quand t'es petit, en vrai, tout dépend des entraîneurs, quoi. Ça c'est sûr. Moi j'avais vraiment l'impression que tu contrôles pas du tout ton destin. Non. Que tu peux faire ce que tu veux. Tu te laisses porter. Au final, c'est quelqu'un qui décide pour toi à la fois ton entraînement et à la fois, dans mon cas, c'était d'être sélectionné ou pas pour jouer. Mais bon, c'est vrai, on cherche pas du tout à comprendre. Je sais pas si on cherchait à comprendre, mais en tout cas, on ne comprenait pas ce qui se passait dans notre corps à cette époque. Enfin bref, du coup, je vais noter pas mal de petites questions. Est-ce que tu peux nous parler, du coup, de manière assez générale, assez vulgarisée, du stress oxydatif, c'est ça ? Ouais. C'est ce type de stress-là sur lequel tu travailles. Donc, qu'est-ce que c'est ? Quelles sont les répercussions et comment le gérer en sachant qu'on va dire qu'on s'adresse à des gens qui font du sport, quoi, de manière générale. Parce que j'imagine qu'après que tu fasses du sport, tu fasses pas de sport ou du sport haute intensité, ça doit être des profils très différents, quoi, pour ça. Ouais. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le stress oxydant, tout le monde en produit. Ça se passe au niveau de la cellule et notamment au niveau de la machinerie cellulaire qu'on appelle la mitochondrie. Et en fait, même quand on est au repos, on produit une certaine dose de stress oxydant. Donc c'est des molécules, je vais pas rentrer dans le détail parce que sinon je vais perdre tout le monde. Mais c'est des molécules en fait qui peuvent venir abîmer nos cellules et notamment les protéines, les lipides, les glucides. Et ça peut même venir s'attaquer des fois à l'ADN. Et si on a ce stress oxydant qui est présent en trop grosse quantité dans notre corps, des fois ça peut même aboutir à la mort cellulaire. Et en fait ça induit un vieillissement précoce, entre guillemets, des cellules.
Mais ce qui est intéressant, c'est que dans notre corps, heureusement, on a des défenses qui permettent de lutter contre ce stress oxydant, notamment des enzymes. Bon, je reviendrai après là-dessus, parce que ces enzymes, elles vont être stimulées par l'entraînement et l'activité physique régulière. Mais on a aussi des vitamines, et c'est pour ça qu'il y a un lien très fort entre le stress oxydant, les défenses antioxydantes et la nutrition. Et on a plein de vitamines qui permettent de lutter contre ce stress et donc d'essayer de faire baisser ces niveaux. Et ce qui est aussi important de savoir, c'est qu'en fait, le stress oxydant est nécessaire aussi à l'adaptation, notamment à l'entraînement, parce que en petite dose, ce stress, il va induire des adaptations bénéfiques, notamment au niveau musculaire. Et par contre, si on dépasse certaines doses, là, il va y avoir des désadaptations et là, ça peut être nocif au niveau de la performance. Et en gros, c'est ça. Donc du coup, ce qui est intéressant, c'est que, par exemple, tu prends quelqu'un qui s'entraîne jamais, qui est sédentaire, tu lui fais faire une séance de sport comme ça, une seule fois. Là, il va avoir ses niveaux de stress oxydant qui vont augmenter et les défenses antioxydantes qui vont être diminuées. Donc on va lui dire, bah oui, là, c'est nocif de s'entraîner pour toi, tu vas être encore plus en mauvaise santé. Mais ce qui est intéressant, c'est que si tu t'entraînes, tu prends cette personne et tu l'entraînes 2-3 fois par semaine pendant plusieurs mois, en fait, ça va avoir l'effet inverse. Le niveau de stress oxydant au repos va diminuer et on va améliorer l'efficacité de ces enzymes antioxydantes. Et du coup, il sera plus à même de lutter contre ce stress. Mais c'est toujours une question de... En fait, ce qui est compliqué quand on étudie le stress oxydant, c'est que c'est toujours une question de dose. En fait, c'est où est-ce que tu places le curseur. Tu vois, donc en petite dose, bah, c'est bénéfique parce que ça induit des adaptations qui sont nécessaires à la bonne réponse à l'entraînement, si je peux dire ça comme ça. Mais si tu dépasses ce stress, et notamment des fois quand t'es en surentraînement ou que t'es blessé ou que tu manges super mal, que tu te reposes pas et tout, bah là, ça peut induire des désadaptations qui vont être néfastes dans ton processus d'entraînement. Moi, j'ai 2 questions. Le stress oxydant, en termes de matière, qu'est-ce que c'est? C'est une enzyme? Non, alors en fait, en termes de matière, c'est des molécules qui dérivent de l'oxygène. En fait, elles sont produites dans la chaîne respiratoire de la mitochondrie. Donc, c'est des dérivés de l'oxygène. Et c'est des molécules qui sont très... elles ont entre guillemets, une espérance de vie. On parle de demi-vie en biologie, qui est très très courte, et donc du coup c'est hyper difficile de doser ces molécules-là. C'est pour ça qu'en fait on a des dosages qui sont indirects et qui vont venir plutôt voir l'impact que ces molécules ont eu sur les lipides, les glucides, les protéines. Tu vois, quand moi je fais mes dosages au labo, je vais doser à quel point les protéines ont été oxydées par ces molécules. Donc c'est un peu oxydé, en fait, ça veut dire abîmé. Abîmé, ouais. Dire... En gros, abîmé. Okay. Ouais, voilà. Donc je dose, à quel point les protéines ont été oxydées, à quel point les lipides ont été oxydés. Bon, les sucres, on fait pas. Mais et puis après, en parallèle, il y a des enzymes aussi. Donc je dis avant qu'il y avait des enzymes antioxydantes qui étaient bénéfiques, mais on a des enzymes qui sont pro-oxydantes et qui vont favoriser la production de ce stress oxydant. Et notamment, par exemple, quand on a une réponse inflammatoire ou quand on est malade ou quoi, on a des enzymes qui vont encore plus augmenter ce stress oxydant, et c'est toujours une question de balance en fait, une question d'équilibre. Au final, comme dans tout, dans la nutrition, l'entraînement, tout est une question d'équilibre et de balance, et le stress oxydant c'est exactement pareil. Ce dérivé de l'oxygène, le stress oxydant, il est créé dans une situation... Dans quelle situation? C'est une situation où qui est problématique pour ton corps, ou c'est juste de l'effort physique, c'est juste de la respiration? C'est ça. En fait, au repos, t'as déjà une création de stress oxydant, et en fait, quand tu vas faire de l'exercice, ça va être majoré, parce qu'en fait, à l'exercice, t'as plus d'oxygène qui va passer dans cette chaîne respiratoire, donc plus de malchance de créer ce stress oxydant. Mais c'est ce que je te disais tout à l'heure, si tu vas t'entraîner de manière régulière, tu vas forcer ton corps à s'adapter, et tes enzymes vont être obligées d'augmenter leur activité pour prendre en charge ce stress oxydant. Ok. Du coup, c'est une variable, la quantité de stress oxydant, c'est une variable du débit d'oxygène qu'on fait passer dans le corps, quoi. En gros, c'est ça, ouais, mais après, t'as d'autres... là, c'est une généralité, mais il y a... Tu vois, par exemple, quand tu fais un exercice en hypoxie, où on te dit, potentiellement, il y a moins d'oxygène, donc il devrait moins y avoir de stress oxydant, en fait, c'est pas vrai. Parce que t'as d'autres intermédiaires de la chaîne respiratoire, des électrons qui vont s'accumuler dans la chaîne respiratoire mitochondriale, et en fait, cette accumulation-là d'électrons, elle va aussi favoriser la création de stress oxydant. Donc, c'est
dans une certaine mesure, oui, c'est lié à l'oxygène, mais en hypoxie, on a aussi le stress oxydant qui est augmenté. Donc, il y a plusieurs moyens de générer ce stress oxydant. Donc, tu as la quantité et la qualité de la respiration, en fait, quoi. Si tu respires de manière détendue et à petit débit, ça va être hyper minimisé, mais... Bah, c'est ça, en fait, tu vois, c'est... Si t'es dans une situation d'hypoxie, que t'es en difficulté pour respirer, tu vas avoir d'autres contraintes qui viennent... Oui, c'est ça. Par exemple, si quand tu te retrouves à VO2 max, et ben en gros, les électrons qui vont s'échapper de la chaîne respiratoire, ça va être augmenté de, je sais pas, 70 à jusqu'à 100% en plus, alors qu'au repos, t'es entre 0,5 et 3% d'électrons qui s'échappent de cette chaîne respiratoire et qui vont faire ce stress oxydant. Donc c'est pour ça que quand tu t'entraînes juste une fois... comme ça, bah oui, t'as du stress oxydant qui va être généré, mais c'est là où c'est intéressant de s'entraîner de manière régulière parce que tu vas forcer ton organisme à se défendre en fait contre ce stress. Ok, parce qu'en fait j'ai peur que sur chaque sujet on passe beaucoup de temps parce qu'il y a plein de trucs à dire. De manière assez rapide, 2 trucs. Quelles sont les mauvaises répercussions de ce stress oxydant s'il est trop abondant, on va dire? Et deuxième question, c'est par rapport à l'alimentation. Et tous les aliments antioxydants, c'est quoi la relation entre l'alimentation antioxydant et ce stress-là? Alors déjà, les effets néfastes, et ben, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça peut induire des... En fait, les bénéfices que tu cherches à avoir, par exemple au niveau musculaire dans l'entraînement, donc l'augmentation de l'efficacité des enzymes, la vasodilatation, toutes ces choses-là, si tu as trop de stress oxydant, ça peut venir perturber ces phénomènes-là, et donc du coup tu peux perdre les bénéfices que tu cherches à avoir quand tu t'entraînes. Donc déjà ça, après bah, ça peut favoriser le développement de blessures, ou alors même de développer des maladies parce que c'est lié aussi au système immunitaire. Voilà, ça peut devenir néfaste de ce côté-là. Et après, la relation avec la nutrition, bah, c'est que dans la nutrition, tu peux trouver, comme tu l'as dit, tu as des aliments qui sont antioxydants, et tu peux trouver toutes les vitamines en fait. Et on a donc les défenses antioxydantes, c'est donc les enzymes qu'on a de manière constitutionnelle dans notre corps. Ça, c'est l'entraînement qui va t'aider à augmenter leur efficacité. Et il y en a une notamment qui a besoin d'un cofacteur pour fonctionner, et ça c'est le glutathion, et je sais qu'il y a des supplémentations qui se font en glutathion pour justement augmenter ce côté antioxydant. Après je t'avoue que je sais pas trop si c'est vraiment efficace ou pas, comme toutes les supplémentations t'as des articles qui vont te dire oui ça marche et d'autres qui vont te dire ça marche pas. Et ça, c'est un autre débat. Et après, dans l'alimentation, tu trouves toutes les vitamines, donc vitamine A, vitamine E, bêta-carotène, tout ça. Et ça va t'aider aussi à lutter contre ce stress. Le coenzyme Q10 aussi, ça va t'aider à lutter, à prendre en charge en fait toutes ces molécules réactives là, de l'oxygène qui causent des dommages à tes cellules. Bah, si tu as un bon taux de vitamines dans ton corps, ça va t'aider à diminuer ces niveaux de stress oxydant. Quand on dit antioxydants, c'est... T'as les antioxydants enzymatiques et les antioxydants non enzymatiques, et c'est les vitamines, en gros. Oui, voilà, c'est ça. Donc en fait, les aliments antioxydants, c'est ceux qui contiennent des vitamines qui viennent contrer l'oxydation. Ouais. Et après, t'as une autre partie aussi qui peut être liée au stress oxydant. Donc, je sais pas si t'as déjà lu des trucs sur le jus de betterave, par exemple. En gros, ça c'est non, j'ai pas lu, mais... c'est antioxydant aussi. Mais en fait, dans le jus de betterave, t'as du nitrate qui est un précurseur du monoxyde d'azote. Et en fait, le monoxyde d'azote, c'est ce qui va te permettre de venir dilater tes vaisseaux, notamment à l'effort, donc d'augmenter le diamètre de tes artères pour pouvoir amener plus de sang. Et en fait, tu couperas si c'est trop compliqué. En fait, ce monoxyde d'azote-là est fortement corrélé avec le stress oxydant, parce que le monoxyde d'azote, quand il passe à proximité des molécules du stress oxydant, les 2 molécules vont se regrouper, et là, ça va former un composé qui est hyper toxique pour l'organisme, qui s'appelle le peroxynitrite. Et dans ce cas-là, le monoxyde d'azote, il va perdre sa capacité vasodilatatrice, donc t'as plus cet effet sur les vaisseaux, et en plus, ça augmente les niveaux de stress oxydant. Donc c'est pour ça que c'est hyper intéressant d'avoir une bonne alimentation, de s'entraîner,
de manière régulière et de manière disciplinée pour que les niveaux de stress oxydant ne soient pas trop élevés et qu'à côté on favorise l'augmentation de toutes ces défenses antioxydantes pour lutter contre ce stress et d'un côté que le monoxyde d'azote puisse toujours avoir sa fonction vasodilatatrice sur l'organisme. Alors, parce que là on est passé vite sur le truc, mais il y a eu des choses qui ont été écrites sur quoi? Sur le jus de betterave pour dire que ça favoriserait la performance en dilatant les artères et en favorisant les flux sanguins, quoi. Ouais, c'est ça. Et en fait, toi tu dis, ouais, ok, ça dilate, mais il y a une limite parce que si tu fais de l'effort intense en ayant bu du jus de betterave, t'as ce truc-là qui vient... Ouais, alors des problèmes, quoi. Comme pour tout, il y a des études qui vont dire que le jus de betterave c'est bénéfique, d'autres qui vont dire que non. Alors tout est une question de dose parce que on s'est rendu compte qu'à une certaine dose, donc je l'ai plus en tête, mais en gros en dessous de cette dose, il y a aucun effet sur la vasodilatation, les intermédiaires du monoxyde d'azote et sur la performance. Mais au-dessus de cette dose-là, dans la quantité de jus de betterave que tu vas consommer, il peut y avoir un effet. Après, c'est des effets qui sont quand même relativement minime. Mais après, c'est vrai que quand on cherche la performance sur des millisecondes ou un tout petit temps, ça peut aider effectivement, mais encore une fois, c'est à prendre. Faut essayer en fait. Pour chaque truc, à chaque fois, je dis tu veux voir si ça marche, essaye. On va passer à la question suivante. Peut-être qu'il n'y aura pas de transition des fois, mais c'est pour qu'on puisse ça avance. Avancer un peu. Mais hyper intéressant. Autre truc, est-ce que tu confirmes un truc sur les... Il me semble que on se l'était déjà dit, mais les aliments antioxydants de manière générale, c'est les fruits et légumes qui sont rouges. Oui. Alors là... c'est une généralité, mais... Oui, après, tu vois, tu prends des oranges, c'est antioxydant parce qu'il y a de la vitamine C. Mais oui, globalement, c'est vrai, c'est ce qu'on dit, c'est les fruits et légumes rouges. Ouais. Ok, si on prend tomates, fraises, betteraves, framboises, myrtilles, c'est antioxydant. Antioxydant, ouais. Ok, cool. Bon, on n'est pas trop mal. Bon, ensuite, moi j'ai une autre question, rien à voir. Dans les sports d'endurance, dans la natation, dans le triathlon, dans le vélo, course à pied, c'est des gens qui sont passionnés, qui s'entraînent et qui poussent leur corps au maximum et qui cherchent les limites. Moi, j'entends plusieurs discours, mais une question que je me pose actuellement, c'est lorsqu'on s'entraîne à fond, typiquement en triathlon, et qu'on s'entraîne tous les jours, parce que les sports, vu qu'ils sont complémentaires et qui ne reposent pas sur les mêmes articulations, les mêmes muscles, etc., on peut s'entraîner tous les jours. Est-ce que toi, tu penses que c'est bien de s'entraîner tous les jours? Est-ce que tu penses qu'il faut absolument des jours de repos? Est-ce que c'est un sujet? Est-ce que c'est des trucs que tu vois avec les athlètes que tu as pu accompagner? Qu'est-ce que tu penses de ce sujet-là, quoi? Déjà, c'est un sujet hyper complexe. Le repos, que ce soit sport d'endurance ou même sport intermittent, c'est un sujet complexe et qui dépend de beaucoup de facteurs en fait. Donc comme tu dis dans le triathlon, en fait tu dois travailler 3 épreuves, 3 disciplines. Donc t'es obligé de t'entraîner beaucoup et tous les jours en fait. Après il faut distinguer, c'est ce que je te disais la dernière fois, ok tu te lèves le matin, t'es fatigué parce que tu t'entraînes et tout, mais est-ce que pendant l'entraînement t'es capable de maintenir les chronos qu'on te demande, de maintenir les allures, de maintenir les intensités? Si oui, bon ça veut dire que c'est de la fatigue certes parce que tu t'entraînes et c'est normal d'être fatigué, mais c'est pas de la fatigue qui va venir impacter ce qu'on te demande de faire ou les objectifs que tu as chaque jour à l'entraînement. Si par contre tu vois que chaque jour en fait t'arrives pas à maintenir les chronos, t'arrives pas à maintenir l'intensité, t'arrives aucune sensation, aucune force, rien du tout. Là, c'est peut-être intéressant de se dire ok, peut-être que mon corps il m'envoie un message pour dire ok, j'ai besoin de repos, laisse-moi au moins une journée pour me remettre, pour récupérer. Mais c'est hyper complexe. Après, il faut faire la différence aussi entre en fait, t'as plein de paramètres dans la fatigue. T'as la fatigue neuromusculaire, après t'as le temps de récupération des muscles, le temps de récupération des tendons, des articulations qui peut varier. Donc c'est hyper
global et il y a plein de paramètres. La nutrition rentre en jeu, l'hydratation, le sommeil. Après, je sais que c'est surtout les athlètes d'endurance qui utilisent ça. Il y a l'analyse d'un paramètre qui s'appelle la variabilité de la fréquence cardiaque. Je sais pas, je pense que tu connais. Ouais. Et donc ça, c'est un bon indicateur de fatigue justement parce que en gros, la variabilité de la fréquence cardiaque, ça analyse le temps qu'il y a entre chaque battement de ton cœur. Et donc, plus cette variabilité est grande, plus ça veut dire que ton cœur et donc ton système nerveux autonome est capable d'adapter son battement à la demande physique ou physiologique que tu lui fais. Mais par contre, si cette variabilité est basse, ça veut dire que ton système nerveux est un peu fatigué en fait, qu'il peut y avoir alors soit ça peut être un déséquilibre au niveau des neurotransmetteurs, soit c'est le système nerveux qui t'envoie un signal en disant bah là il faut vraiment récupérer parce que c'est une fatigue globale, mais ça c'est un bon indicateur. Je sais qu'il y a beaucoup d'athlètes qui l'utilisent et je crois que sur les nouvelles montres il doit y avoir des... Ouais, le HRV, c'est un truc qui est mesuré depuis longtemps mais qui n'est pas forcément analysé par les montres. C'est des trucs qu'on peut récupérer avec des logiciels derrière, voilà, c'est ça. mais c'est pas un truc forcément direct utilisé. Non, je le dis avec mes mots, mais en gros, c'est un peu l'indicateur de réactivité de ton cœur en fait par rapport à ton activité, en gros, c'est ton effort, quoi. Ouais. Donc en fait, si moi on me l'avait expliqué comme ça, on m'avait expliqué qu'en fait n'importe quelle action de ton corps engendrait une variabilité de ton rythme cardiaque, du genre une lumière s'allume, tu regardes, ta pupille se contracte et du coup, il va y avoir une petite variabilité de ton cœur. Plus ton cœur réagit vite à toutes ces micro-actions et plus tu es en forme. Par contre, s'il se passe de moins en moins de choses sur ton cœur quand tu lèves le bras ou quand tu... n'importe quelle action. Quand tu montes les escaliers ou quoi, c'est ça. Et après, il faut faire la différence aussi, tu as la fatigue centrale versus la fatigue périphérique. Donc, fatigue centrale, en fait, c'est au niveau de l'influx nerveux qui est envoyé à tes muscles qui va diminuer. Donc ça peut être le niveau des neurotransmetteurs qui est faible. Donc la sérotonine, dopamine, etc. Ou alors ça peut être carrément l'excitabilité des motoneurones, donc les nerfs en gros, qui sont fatigués. Et après t'as la fatigue périphérique, donc c'est vraiment juste au sein du muscle. Et là ça peut être des déséquilibres... par exemple au niveau du calcium ou des choses comme ça, ou alors l'accumulation de déchets dans le muscle, ou alors il y a encore la déplétion des niveaux énergétiques, donc en glycogène par exemple, qui peut induire une fatigue, mais là ce sera vraiment périphérique. Donc c'est pour ça que la fatigue c'est pas mon domaine d'étude, mais je l'ai quand même un peu étudié à la fac, mais c'est c'est multifactoriel. Et tu vois, ça peut venir du système nerveux, ça peut venir du muscle, ça peut venir des niveaux des neurotransmetteurs, ça peut venir de ce que tu as directement au sein du muscle, de comment tu t'alimentes, comment tu t'hydrates, etc. etc. Donc c'est là que peut-être que les instruments et la science touchent des limites et que ça repose beaucoup sur le ressenti des sportifs aussi, quoi. Ouais, enfin, bien sûr. Pour ceux qui se connaissent bien, on va dire. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que c'est important d'être à l'écoute de son corps. Alors ça arrive à tout le monde d'avoir la flemme et de se dire putain, faut que j'y aille, j'ai pas envie. Mais il faut distinguer, c'est ce que tu dis, il faut bien se connaître pour distinguer le fait de dire ouais, aujourd'hui j'ai pas envie, ou le fait d'être vraiment fatigué, tu vois. Et du coup, moi, c'est un petit peu ma question, tu vois, parce que il y a ce truc-là de distinguer des moments où tu es en surentraînement et des moments où tu es juste fatigué, ok, mais à quel moment il faut se reposer, à quel moment c'est plus productif de se reposer, tu vois. Parce qu'il y a aussi ce truc où je me dis, en fait, j'habitue mon corps à une certaine charge de travail, il est en train d'encaisser, mais je vais avoir une semaine de récup plus tard qui me permettra de récupérer, etc. Mais en fait, cette réflexion, elle vient déjà des différents discours que j'entends autour de moi, des gens qui disent mais il faut absolument un jour de repos par semaine, et d'autres... moi, ça fait 110 jours que j'ai pas pris un jour de repos actuellement, tu vois. Et en gros, j'ai écouté des podcasts de triathlètes pro. Alors là, c'est hyper intéressant parce que vraiment, hyper variable sur les volumes d'entraînement. T'as des mecs qui font 35 heures, et d'autres qui... C'est plutôt sur le long, hein, parce que je pense qu'au niveau équipe de France et olympique, à mon avis, tout le monde s'enquille 30-35 heures. Mais j'écoutais une fille qui faisait du duathlon au niveau, qui fait triathlon, et qui disait, mais moi, je considère qu'il faut beaucoup de récupération, se mettre des jours de repos pour permettre au corps de progresser, en fait, le plus possible, de récupérer le plus possible et de progresser le plus possible, quoi. Et pas l'épuiser, en fait, et brider la progression, quoi. Alors qu'à côté de ça, t'as
des mecs qui sont 35 heures, quoi, en fait. Ou même, j'imagine qu'il y en a même à 40 heures des fois, quoi. Bah, c'est là toute la complexité de l'entraînement et de la prise en charge de l'athlète, en fait. C'est l'individualisation, parce qu'il y a quelque chose qui va marcher sur quelqu'un, qui va pas marcher sur quelqu'un d'autre. Donc, c'est vrai que des fois, à part tester... Après, t'as des grands principes, entre guillemets, de physiologie qui vont dire, oui, pour avoir une adaptation, il faut à un moment qu'il y ait une période de repos. Ça c'est vrai. Après, où est-ce que tu la places, la période de repos ? Est-ce que c'est une journée où tu fais rien ? Ou est-ce que c'est une journée où tu fais juste un petit footing, je sais pas, de 45 minutes, tranquille, sans avoir de rythme, sans objectif de temps ou quoi que ce soit ? Tu vois, il y a toujours... Mais c'est toujours une question de balance, en fait. Et ça, par rapport au footing ou à la séance facile, Ouais. c'est... Ça peut être dans l'eau aussi. Enfin, tu vois, j'ai dit footing, mais ça peut être... Mais du coup, c'est au ressenti, en fait. Ouais, quoi. c'est ce qu'on considère comme du repos. Parce que des gens qui s'entraînent pas à haute intensité, faire un footing de 45 minutes, c'est déjà une séance d'entraînement. Ah bah oui, non, mais là, je parlais plus pour quelqu'un comme toi, tu vois, qui s'entraîne beaucoup. Ouais, non, mais du coup, j'ai réfléchi parce que notre perception des choses, elle est aussi ouais, bien particulière, sûr. quoi. Tu bah vois, après, parce que dans l'absolu, moi, si tu me dis, tu fais un entraînement de natation d'1h30 et un footing dans la même journée, je regarde mon planning, je me dis... C'est cool, ça va. Ouais. et je serais pas stressé pendant ma journée. Je me dirais, ok, ça va, ça me prend pas trop de temps. Je vais pas être fatigué. Ouais, c'est ça. Ça. Donc en fait, c'est un peu dur de faire la part des choses. Où tu dis, est-ce que c'est pas vraiment du repos ? Est-ce que même si je me dis que c'est facile, il faut vraiment que je fasse rien du tout pour permettre à mon corps de revenir et tout. Mais je pense qu'il faut vraiment y aller aux sensations après, tu vois. Genre, si tu te dis, là, par exemple, aujourd'hui, je fais 1h30 de natation tranquille et après un footing de 45 minutes et c'est facile, tu vois, sans mettre d'intensité ou quoi, juste vraiment pour dérouler les mouvements, dérouiller ton corps et tout. Si ça t'induit pas de fatigue supplémentaire, si quand tu sors de la séance, tu te dis... j'en peux plus, je suis éclatée ou quoi, ok, fais-le, tu vois, on peut considérer ça comme du repos. Par contre, si c'est quelqu'un qui a un niveau d'entraînement qui est plus faible et que pour lui, déjà 2 entraînements par jour, c'est énorme, on va lui dire, dans ce cas-là, tu fais rien, tu prends une journée vraiment pour récupérer. Et il y a aussi, après, je crois qu'on en avait parlé la dernière fois, tu me disais, t'as l'impression de mieux... Enfin, d'être plus limité par tes articulations que par tes muscles. Non, on n'a pas parlé, c'est ce que était noté okay. Là. Mais on peut en parler. On peut en parler là parce que je trouve que ça va bien aussi avec la fatigue et la récupération. On sait que une articulation, donc tendons, ligaments, tout ça, ça a besoin de plus de temps pour récupérer qu'un muscle. Tu vois, par exemple, quand t'as une rupture tendineuse, des fois ça peut aller jusqu'à 6 mois pour récupérer complètement. Alors qu'un muscle, c'est beaucoup moins long, tu vois. Donc après, il y a aussi... par exemple, tu vois, quand tu commences à courir, quand tu te mets à la course à pied, t'as mal aux genoux, t'as mal aux chevilles, t'as mal de partout, mais en fait, c'est normal. Il y a des traumatismes qui se créent sur les articulations, qu'il faut... Là, c'est important de récupérer, tu vois, et de dire, ok, j'ai besoin, mon corps a besoin... C'est pour ça que les débutants qui se mettent à courir tous les jours, c'est grosse connerie, tu vois. À part te blesser 3 semaines après... tu vas rien faire d'autre. Donc là, c'est hyper important, notamment au début, quand tu commences un sport, c'est important parce que ton corps est pas habitué, en fait, c'est une question d'habitude aussi. Ton corps, il a besoin de temps pour comprendre ce qui lui arrive, pour récupérer, et plus tu vas t'entraîner, plus il va intégrer ça, et plus tu vas récupérer vite aussi, et moins t'auras de douleur au final. Ouais. En tant que débutant ou... confirmé aussi, parce que c'est aussi pour ça que je te pose la question, parce que je suis un peu frustré, parce qu'en fait c'est une histoire d'augmentation du volume aussi. Exact. Il faut toujours être progressif et augmenter progressivement, mais si tu veux, moi les courbatures, franchement, j'en ai jamais, quoi, même après des grosses courses, à peine des courbatures, quoi, mais par contre, du coup, en fait, j'ai jamais l'impression de pousser mes muscles à fond, mais par contre, je sens que quand je fais, là, j'augmente mes volumes à vélo pas mal, je sens que les genoux ils grincent un peu sur le vélo et tout, et du coup, c'est tout le temps frustrant parce qu'en fait, tu te sens bridé par un truc qui est un truc mécanique, qui est même pas... ça dépend même pas de l'intensité que tu mets dans le mouvement, mais c'est plus la mécanique qui compte, après, quoi. tu disais que tu mettais... Là, les séances de vélo, elles devenaient plus dures, entre guillemets.
Donc, Plus longue, ouais. plus longue, ouais, voilà. Oui. Bah, du coup, ton corps, là, il a besoin d'un temps d'adaptation, tu vois. Et notamment les articulations, parce que, en fait, le sport de haut niveau, et bah, surtout le vélo, course, natation, tu sais, c'est des mouvements répétitifs. Donc, il va y avoir, au bout d'un moment, quand même, un phénomène d'usure de l'articulation. Et ça, c'est important de donner du repos quand même pour que le corps... Si pendant, je sais pas, pendant 15 jours, tu vas mettre la même intensité sur tes séances de vélo tout le temps, là, tu vas passer un palier supérieur, au bout d'un moment, bah, je pense que tu vas avoir vraiment mal et ton corps, il va te dire « Oh, laisse-moi un peu récupérer, là. Il faut que les articulations, elles se remettent. » Mais c'est dur aussi de savoir où est-ce que tu places le curseur, de dire Ouais. Ok, est-ce que je pousse parce qu'au niveau musculaire, ça va, mais au niveau articulaire... j'ai un peu plus mal, quoi. Mais c'est ce qui est hyper intéressant là-dedans, c'est de trouver d'être raisonnable en fait de performer en étant le plus intelligent possible dans tout ça, quoi. Et est-ce que du coup ces problématiques-là dont on parle, ça a un rapport aussi avec toi, ce que tu étudies par rapport au tapis antigravité? Ouais. Bah justement, ouais, c'est en gros le but premier de ce tapis, c'était pour les gens qui étaient en rééducation, pour revenir à la marche ou à la course plus rapidement avec un poids de corps allégé, donc moins de contraintes justement sur les articulations, moins d'impact, moins de contraintes mécaniques. Et donc dans un cas de rééducation, ça a vraiment fait ses preuves. Les gens, notamment quand ils ont des chirurgies au niveau du membre inférieur, ils sont capables de revenir à la marche et à la course plus rapidement parce qu'on a baissé leur niveau de... Enfin, ils sont allégés au niveau de leur poids de corps. Donc du coup, ça leur permet de marcher sans douleur. C'est un peu comme la rééducation qu'on fait dans l'eau. Mais du coup, dans l'eau, t'as plus de résistance et tout. Donc c'est un peu différent. Mais en tout cas, tu ressens pas le poids de ton corps. En gros, c'est ça. Et puis ce qui est bien sur le tapis, c'est que tu peux moduler. Tu peux commencer à 20% de poids de corps. Et puis monter progressivement jusqu'à retrouver 100% de ton poids à la fin de la rééducation. Mais après, nous, là, ce qu'on cherche à voir, c'est est-ce que ça pourrait être intéressant pour des athlètes, par exemple comme toi, d'augmenter la charge d'entraînement en course à pied, mais avec un poids de corps qui est plus faible sur ce tapis, et donc d'avoir une contrainte mécanique qui est plus faible, donc un risque de blessure diminué, etc. Là, on est encore en train de voir si c'est faisable. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que plus tu diminues ton poids de corps, plus la contrainte aussi cardio-métabolique, donc ton VO2, va diminuer. Et ça, c'est moins ce qu'on cherche à avoir. C'est pour ça que nous, on essaie de rajouter l'hypoxie. Donc on fait respirer aux athlètes un air où il y a moins d'oxygène pour essayer de rétablir cette contrainte cardio-métabolique haute, mais tout en ayant une contrainte mécanique au niveau musculaire et articulaire plus faible. On essaie de combiner les deux et on verra les résultats que ça donne, mais c'est l'idée qu'on avait en tout cas. Autre sujet qui à mon avis mérite son petit résumé et sa petite synthèse aussi, parce que ça fait partie des sujets où tout le monde se chamaille un petit peu. Bon, le lactate. Le lactate, qu'est-ce que c'est exactement? Comment c'est produit? Dans quelle mesure c'est un carburant? Ok, alors là, il y a beaucoup de choses à dire. Non, mais essayons de faire hyper simple. Hyper simple, ok. Alors déjà, il faut arrêter de penser que le lactate, c'est un déchet. Ça, c'est fini. On ne pense plus à ça, on oublie. En gros, ça fait déjà à peu près 20-30 ans que ce paradigme-là change, parce qu'avant, on entendait tout le temps « Ouais, l'acide lactique, c'est mauvais, ce qui te donne les crampes et tout », alors qu'en fait, non, c'est pas ça. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que l'acide lactique en tant que tel dans le corps, ça existe quasiment jamais sous cette forme. C'est toujours du lactate plus un produit qui va venir acidifier tes muscles, et c'est en fait cet autre produit-là qui fait mal et qui acidifie l'organisme, qui fait diminuer le pH. Mais le lactate, en fait, c'est un produit de la glycolyse anaérobie. En fait, c'est la voie énergétique qui va te donner qui a le plus grand rendement énergétique. Et en fait, ce lactate, il peut être réutilisé pour redonner du glucose et refaire la glycolyse anaérobie. Donc en fait, alors certes, on dit que avant on disait que c'était un déchet, mais en fait on s'est rendu compte qu'il est réutilisé par le foie pour redonner du glucose et refaire cette glycolyse anaérobie. Simplement, donc, c'est ça. Ouais, voilà. Encore plus simplement. Du coup, l'anaérobie, c'est sans oxygène. Le niveau d'effort. Ouais, mais c'est le niveau d'effort qu'on atteint où en gros on n'a plus assez d'oxygène par rapport à ce qu'on consomme. Ouais.
Alors en gros, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que on disait qu'il y avait toujours, tu sais, il y a 3 voies énergétiques, et on disait ouais, il y en a d'abord une qui se met en route, après l'autre, et enfin la troisième. Ça c'est faux aussi. En fait, elles se mettent toutes en marche en même temps, mais dans une moindre mesure en fonction des efforts que tu demandes à ton corps. Ouais, le lactate, il est produit quand t'as quand même un déficit d'oxygène par rapport à ce que tu demandes, quoi. Ouais, c'est ça, que l'effort souvent est très intense, mais tu vois, par exemple, des athlètes qui vont produire du lactate très tôt dans l'effort, et donc avoir des taux de lactate qui sont très hauts rapidement, c'est un signe que sa glycolyse anaérobie est hyper efficace, et donc que tu crées énormément d'ATP, donc énormément d'énergie pour tes cellules musculaires et pour l'effort, et aussi que son corps va être capable de réutiliser ce lactate pour refaire la glycolyse anaérobie. Donc c'est un super signe aussi d'adaptation, et donc c'est pour ça qu'on dit ouais, il a explosé son taux de lactate, c'est pas bien et tout. Bah ça c'est faux, tu vois. La course en athlétisme la plus lactique, c'est le 400 mètres. Moi j'ai déjà vu, j'avais fait des tests avec c'était des jeunes qui faisaient de l'athlétisme. J'ai vu une fille à la fin d'un 400 mètres, elle a fait bugger la machine pour prendre le lactate. Elle était à plus de 25 millimoles par litre, ce qui est énorme. Bon, elle était limite en train de vomir, hein, mais ce qui veut dire que son corps a tellement fait fonctionner la glycolyse anaérobie que le lactate a explosé, et elle est très performante du coup sur une course comme le 400 mètres. Donc c'est aussi un signe de fonctionnement métabolique, et donc de cette glycolyse anaérobie qui est hyper efficace en fait. Et du coup, t'es capable de produire beaucoup d'énergie parce que le rendement énergétique de cette glycolyse anaérobie est hyper important. Donc c'est comme tout dans le corps en fait, si notre corps est habitué à avoir beaucoup de lactate, il est habitué à le réutiliser, ouais, c'est ça. Et du coup à reproduire encore plus d'énergie, exact. Tant qu'il n'y en a pas trop. Ouais, c'est ça. En fait, le lactate, c'est pas le problème. Le problème qui va avec, c'est l'autre composé, là, c'est un ion H+, qui va venir acidifier ton pH. Et quand en fait, comme pour tout dans le corps humain, c'est l'équilibre. Le pH, quand il diminue trop bas, quand il diminue trop, il y a des réactions, notamment enzymatiques, qui vont arrêter de se produire. Et là, après, ça peut causer d'autres problèmes, mais en général sur le lactate on le produit vraiment sur des efforts plutôt courts et intenses au final, donc plus tu vas t'entraîner de cette manière-là, plus ton corps va être habitué aussi à venir tamponner cette acidité, et on a des composés dans le corps qui s'appellent les bicarbonates qui sont dans le sang, et ça aide à tamponner l'acidité, et donc plus tu t'entraînes de cette manière, plus tu vas forcer ton corps à s'adapter et à venir tamponner cet ion H+. Du coup, parce que c'est un truc qu'on voit pas mal dans les vidéos de triathlon depuis un an, je pense, il y a beaucoup, ça émerge beaucoup depuis un an. C'est les athlètes qui mesurent leur lactate, du coup ce que tu as fait, mais ça se popularise beaucoup en vrai. Du coup, quel est l'intérêt si tu dis que... C'est un indicateur qui te permet de savoir où tu te situes en termes d'intensité dans ton effort. Après, moi je suis pas entraîneuse, et le lactate, en soi, pour moi, c'est un indicateur juste dans mes études. Tu vois, par exemple, là, sur le tapis antigravité, je dose le lactate à la fin de la séance pour savoir un peu quel impact ça a eu au niveau métabolique. Et je pense que les triathlètes, c'est aussi pour ça qu'ils l'utilisent, savoir est-ce que sur tel type d'effort, leur lactate est vraiment super haut, donc ils ont fait beaucoup fonctionner leur glycolyse anaérobie. Au final, c'est peut-être pas ce qu'ils avaient envie d'avoir, tu vois. Ils voulaient peut-être être plus sur un effort aérobie, ou peu importe. Et je pense que c'est plus un indicateur pour te donner l'intensité à laquelle tu étais sur un effort donné. Et est-ce que toi, tu peux nous définir le seuil lactique ? C'est un moment dans l'exercice. Alors souvent, c'est sur des exercices qui augmentent en intensité. Et en fait, c'est un moment où tu sens que ta respiration, elle s'accélère beaucoup, le rythme cardiaque s'emballe, tu commences à avoir mal aux muscles. Et en fait, c'est à ce moment-là où tu as une accumulation de lactate dans le sang et pas dans le muscle, parce que dans le muscle, l'augmentation du lactate, elle est linéaire, alors que dans le sang, elle est exponentielle comme ça. Et donc du coup, c'est au moment où le lactate s'accumule au niveau sanguin.
Ça, c'est le seuil lactique. Et du coup, le seuil lactique, c'est là où si tu dépasses ton seuil lactique, t'es sur un effort long, on va dire, t'es en perdition, quoi. Il te reste plus longtemps à tenir, quoi. Ouais, souvent, quand tu dépasses le seuil lactique, ouais, après, ça devient difficile. La question qui va faire des vues. Oh putain. Est-ce que l'EPO, c'est bien? Ah. Alors, l'EPO. Déjà, il faut savoir ce que c'est l'EPO. Donc, l'EPO, c'est une hormone qui est produite par le rein et qui va permettre d'augmenter la production de globules rouges. Donc, c'est une hormone qu'on a de manière naturelle dans notre corps et qui est stimulée quand on va soit en altitude, donc qu'il y a moins d'oxygène, soit quand on est anémié ou qu'on fait une hémorragie ou quoi que ce soit. En fait, dès qu'il y a une diminution soit du sang, soit directement de l'oxygène, cette hormone, elle va être stimulée pour produire les globules rouges et augmenter leur concentration. Voilà, donc l'EPO, après on le connaît parce que ça a été utilisé comme dopant, et notamment dans le cyclisme. Il y a beaucoup de sportifs qui ont utilisé l'EPO parce que quand on se dope à l'EPO, donc ça augmente les globules rouges et donc ça augmente la capacité de transport de l'oxygène. Donc plus tu transportes de l'oxygène, plus t'es capable de faire des exercices de longue durée, intenses, etc., etc. Après, ça pose d'autres problèmes. C'est pour ça qu'en général, avant les courses, ils se faisaient des perfusions de sérum Phi, parce qu'en fait, si t'augmentes trop On va pas donner des ficelles pour se doper. Non, mais j'explique, parce que les gens, ils connaissent l'EPO pour le dopage. Non, mais bien sûr. Non, mais c'est pour ça aussi que je voulais en parler. Alors... Je trouve ça intéressant que le terme de base EPO est pas... C'est pas un terme de dopage, quoi. C'est non. C'est un truc qui est EPO, ça veut dire érythropoïétine. Donc voilà, c'est le nom de l'hormone. Et en fait, si on augmente trop la concentration en globules rouges, le sang va devenir plus visqueux et il aura il aura plus de mal à circuler dans les artères. Et c'est pour ça que souvent, tu as des risques de faire des caillots sanguins quand tu te dopes à l'EPO. Wow, ça donne envie. Ouais, ça donne envie. Moi, je te pose la question pour clarifier le terme, en fait. Ouais. Où j'ai l'impression que c'est un peu un mot interdit, tabou et tout. On n'entend jamais parler, vrai, tu vois. Parce que je pense que EPO égale dopage dans la tête. C'est ça. Et en fait, les gens savent pas qu'on en a de manière naturelle dans notre corps, en fait. Et tu vois, par exemple, en vrai, on entend parler de plein de choses, tu vois, de lactate, d'entraînement de l'altitude, d'hypoxie, sauf qu'en fait, tous ces trucs-là, ils sont quand même faits pour stimuler l'EPO. Stimuler la production de globules rouges, ouais, c'est ça. Ouais. Mais pas l'EPO. Bah si, l'EPO, c'est ce qui va te permettre d'augmenter tes globules rouges, donc si. Ok. Ouais. Et au final, on n'entend jamais parler de ça, je pense... Parce que je pense que les gens ont peur du raccourci, en fait, entre... Ouais. Tu vois, si on entend dire... Bon, je peux prendre un exemple... je peux pas dire de nom. Mais si on entend dire tel champion fait ces exercices-là pour stimuler... la production de PO. La production de PO. Mais c'est sûr qu'il y a des gens qui vont mal comprendre le truc et tout, et qui vont dire ils se dopent, évidemment. Les gens, ils font des raccourcis facilement. Après, où est-ce que tu places, comme d'hab, le curseur du dopage? Est-ce que aller s'entraîner un mois en altitude, est-ce que c'est du dopage? Aïe, toi, t'es là-dedans. Non, moi non. Mais je te dis, il y a des gens qui seraient capables d'avoir ce genre de réflexion, tu vois. Moi non, aller s'entraîner 3 semaines en altitude ou un mois, fais-le. Mais on sait qu'il y a des gens pour qui ça va très bien se passer, d'autres gens pour qui ça va moins bien se passer, ils vont être obligés de redescendre en plaine. Tant que tu te mets pas une substance exogène dans le corps, que tu sais pas des injections ou quoi, c'est pas du dopage, enfin tu vois. Passons à autre chose. On peut faire le lien avec les hormones du coup, vu que le PO... c'est les hormones, parce que je crois que tu avais une question sur les hormones et le sport. C'était plus par rapport au... Je sais pas si c'est le bon terme, mais hormones sexuelles, c'est possible? Ouais. Testostérone, œstrogène, progestérone. Ouais, les hormones sexuelles. C'est une problématique dont on parle pas mal aujourd'hui, du fait d'adapter les entraînements aux femmes, que les femmes ne suivent pas les mêmes entraînements que les hommes, etc. Et que tout ça, c'est aussi lié à la sécrétion de certaines hormones, ouais, bien sûr, ouais. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que les hormones, c'est des composés
qui régule pas mal de fonctions de l'organisme, et notamment dans la performance sportive. Donc t'as la testostérone, l'hormone de croissance, l'insuline, le cortisol, l'adrénaline, enfin il y a toutes ces hormones qui rentrent en jeu quand tu fais un effort physique. Mais c'est vrai que la question qui se pose aujourd'hui, c'est de savoir est-ce qu'on entraîne les femmes comme on entraîne les hommes. Parce que ça fait... moi qui étudie les protocoles d'entraînement et les protocoles de recherche pour de la performance, 90% voire 95% des protocoles, c'est que sur des hommes. Et en fait, on applique des principes qu'on a validés chez des hommes, on les applique de la même manière chez les femmes, alors qu'on sait très bien que nous, on a nos hormones qui varient tous les mois, et vous, la testostérone, plus vous entraînez, plus vous en sécrétez, en gros. Alors que nous, on sécrète aussi de la testostérone, mais c'est surtout progestérone et œstrogène qui rentrent en ligne de compte. Après, je sais qu'en fonction des phases du cycle de la femme, il y a certaines phases où elle est plus... elle a ses ligaments qui vont se détendre, donc t'es plus à risque de te blesser, versus une autre phase où tu peux être capable de développer plus de force. Donc c'est pour ça que je pense que c'est hyper intéressant d'étudier ça déjà. C'est pour ça que nous, sur nos projets, on a essayé d'avoir autant d'hommes que de femmes pour justement faire la différence entre les deux et voir s'ils répondent de la même manière. Mais c'est aussi hyper complexe parce que tu te rends compte que chaque femme est différente aussi. Alors déjà, sans parler des moyens de contraception, mais on a toutes des cycles qui sont différents, toutes des moyens de contraception différents qui peuvent influencer sur la sécrétion des hormones, etc. Donc c'est un sujet qui est hyper complexe. Et après, tu as souvent, chez les femmes athlètes qui s'entraînent beaucoup, on a souvent des absences de menstruation. Donc en fait, elles n'ont plus leurs règles parce que le fait de faire trop de sport, des fois, il y a aussi cette pression de se dire faut que je sois mince, faut que je sois musclée. Donc le fait d'avoir une masse grasse qui est trop faible, plus un niveau d'entraînement qui est super élevé, ça entraîne un arrêt des règles. Ça peut même donner de l'ostéoporose et les troubles de l'alimentation qui vont avec. Donc c'est un sujet qui est hyper complexe, mais c'est intéressant de s'y pencher dessus parce qu'on est quand même en 2024, donc peut-être se rendre compte que oui, effectivement, les femmes, on peut les entraîner différemment que les hommes, quoi. Par rapport à tout ça, parce que là, tu as dit des trucs qui sont hyper intéressants. Ouais. Oui, j'ai balancé plein de trucs, mais... là, tu parlais du fait que les hormones impactaient physiquement les ligaments et les muscles, du coup. Donc, il y a des moments où les ligaments étaient plus détendus et des fois, les muscles étaient plus performants. Qu'est-ce qui se passe, en fait, exactement ? Ouais, c'est en fonction de la phase du cycle dans laquelle tu te trouves. C'est soit tu produis plus de progestérone, soit plus d'œstrogène. Et en fonction de ça, t'as une plus grande laxité au niveau des tendons et des ligaments, et où versus t'as une phase où justement ces tendons ligaments sont plus raides et du coup t'es capable de t'entraîner plus en force. Du coup, dans l'idée, ça voudrait dire que... Alors déjà, ce que tu as dit, ce qui est important, c'est que tous les cycles et la manière de le vivre sont différentes et individuelles. Ouais. Donc ça voudrait dire qu'en gros, l'entraînement, il devrait tenir compte de manière individualisée de ça et en fait de planifier des intensités différentes de fréquence ou de force à certains moments du mois, etc. quoi. C'est pour ça que c'est complexe parce que quand t'es dans le très haut niveau et que t'as juste un coach pour toi, je pense que là tu peux le faire effectivement. Mais quand tu fais partie d'un groupe d'entraînement, déjà va dire au coach qu'il faut entraîner les filles d'un côté, les garçons de l'autre. Il va peut-être se dire c'est bon quoi, j'ai pas le temps de faire ça, ou c'est complexe, et j'ai bien conscience que c'est quelque chose qui doit être hyper dur à mettre en place, mais si on veut vraiment optimiser l'entraînement et l'individualiser au maximum, je pense que c'est quelque chose qu'il faudrait faire, ouais. Et bon, là du coup on imagine que ces études-là, c'est des trucs qui sont assez techniques et complexes pour comprendre les choses, mais ce qu'on a dit aussi et ce qui est de plus en plus reconnu, c'est que le ressenti, c'est le meilleur indicateur finalement sur la performance et ce qui se passe à l'intérieur de nous, quoi, pour les gens qui
Mais le s'intéresser à leur corps. ressenti, à condition d'être honnête sur son ressenti, tu vois. Oui. Parce que je sais qu'il y a aussi des athlètes, alors il y en a entre guillemets, qui vont être un peu tirés au flanc en disant je suis fatigué, je vais pas aller m'entraîner. Mais par contre, on a d'autres qui vont essayer de, malgré la fatigue et peut-être des fois des signes physiques, ils vont se dire non, j'ai un objectif, faut que j'y aille. Donc, tu vois, faut quand même que l'athlète soit honnête envers lui-même, et ça, des fois, c'est pas évident. Dans un monde idéal où les personnes sont pas aveuglées par leurs objectifs, en tant que mec, je me rends pas compte, mais est-ce que la femme est capable de ressentir les phases où voilà, où physiquement c'est dur, où là je me sens plus forte et Certaines plus que d'autres, je pense, comme pour tout. Si je donne mon exemple, parce que voilà, j'ai pas d'autres femmes sous la main, mais moi je sais que la plupart du temps je me sens super bien. Par contre, je sais qu'une semaine avant d'avoir mes règles, là je vais me sentir plus fatiguée. Tu sais, je vais me dire là l'entraînement ça va être dur, j'y arrive moins et tout. Mais après, je peux pas parler au nom de toutes les femmes. Je sais qu'on a tout un ressenti différent, mais ça serait hyper intéressant de se baser sur le ressenti. Et encore une fois, au final, chaque cycle, chaque mois peut être différent. Donc ça aussi, c'est super difficile à appréhender. En fait, je peux pas... C'est compliqué de dire à l'avance, je sais que le mois prochain, je vais me sentir comme ça, tu vois. Mais du coup, dans ces phases-là où tu te sens fatigué, pour toi, c'est ces moments-là où physiquement, tu as des risques de blessure aussi ? Moi, j'aurais tendance à te dire que oui, et que c'est là où, de toute façon, quand tu ressens de la fatigue, tu sais que c'est pas là où tu vas essayer de soulever ta plus grosse charge ou quoi, donc tu vas essayer de baisser un peu l'intensité. C'est ça, faire en fonction de tes ressentis, en fait, pour éviter justement d'être encore plus fatigué ou d'avoir plus mal quelque part ou quoi. Donc ouais, vraiment le ressenti, je pense que c'est en tout cas, si on est honnête envers soi-même et envers ce qu'on ressent, oui, ça peut être le meilleur indicateur. Alors, autre sujet, tu vas me dire si tu y as réfléchi ou pas, au pire on en parle sans qu'on le coupera au montage si ça va pas. Mais pour moi, c'est un sujet qui est hyper important et en même temps hyper, délicat, parce que faut que ce soit pris de la bonne manière. Mais on sait que, évidemment, dans le sport d'endurance, même dans le sport de manière générale, j'imagine, j'ai pas un sport en tête où ça n'a pas d'importance. On sait que le poids a de l'importance. Le poids a de l'importance dans la performance. Par contre, le poids n'est pas le facteur ultime de performance et c'est une variable parmi des dizaines de variables. Et bref, il faut faire attention parce que du coup, être obsédé par son poids, c'est aller droit dans le mur et ça conduit à des troubles alimentaires et des carences et des maladies psychologiques et c'est pas bon, quoi. Il y a des exemples, il y a même eu un docu sur Netflix sur un cycliste pro. C'était un docu sur Mark Cavendish qui du coup a été au top, a eu des blessures, des problèmes et tout, et qui en fait c'est dit clairement dans le documentaire, est devenu un peu obsédé par son poids en se disant je vais avoir un meilleur rapport poids-puissance, classique dans le cyclisme, pour performer, du coup je vais moins manger. Et en même temps, c'était dans une phase où il n'était pas performant et du coup il mangeait encore moins et du coup en fait il est tombé clairement dans l'anorexie. Et tout en étant un sportif de haut niveau, au top mondial. Bon, il était en train de galérer à être dans les équipes qu'il voulait, mais bref, il était quand même à un très haut niveau, quoi. Et bref, ça, pour moi, c'est vraiment l'image de ce qu'il faut pas faire. De ce qu'il faut pas faire, ouais. Des travers dans lesquels tu peux tomber. Et là, on parle d'un gars qui est hyper connu, mais on imagine que ça peut se passer avec plein de gens. Bref, du coup, moi, je voulais parler du poids. Enfin, de manière raisonnée, tu vois. Moi, je me suis posé une question. C'est que, ça tient à mon cas perso, parce que j'ai que ça à étudier aussi. Mais en gros, tu vois, moi, je fais pas de musculation. Je cherche absolument pas à avoir un physique volumineux. J'ai jamais cherché à l'avoir. Et en fait, aujourd'hui, je trouve que mon corps, il réagit beaucoup à mes efforts, notamment en natation. Je sens que je me muscle beaucoup le haut du corps. Et c'est tout ce que je veux pas, en fait. Parce que je veux être plus léger, plus fin, pour être plus aérodynamique, tu vois. Et plus léger en course à pied, plus léger en vélo. Et en natation, oui, je veux développer de la force, mais je veux
je m'en fous d'avoir du volume, quoi. Du coup, en gros, là, je suis dans une phase où en même temps, je vais ajouter de la musculation à mon entraînement, notamment au bas du corps pour gagner en puissance à vélo, tu vois. Ok. Et je me dis, mais si j'augmente mes volumes, que je continue à beaucoup manger, que je fais de la musculation, je vais être lourd, tu vois. Et bon, peut-être on a chacun nos morphologies, tu vas peut-être m'en parler, mais tu vois, quand je vois un gars comme... Bon, du coup, j'ai lu des articles sur lui dernièrement et tout, Dorian Coninx, 1m81, 69 kg, bah, c'est un physique qu'on appelle athlétique, qui va vite, qui est puissant et qui est léger, quoi. Du coup, voilà, je me demandais, est-ce qu'il y a des manières de faire pour ne pas créer de poids ou de volume dans notre manière... Ouais. Alors ça, c'est un sujet complexe, mais déjà, tu m'as parlé de morphologie, je te dirais que oui. Déjà de base, t'as des gens qui sont très secs et qui vont pas prendre de volume musculaire malgré l'entraînement, malgré ce qu'ils mangent, et c'est comme ça en fait, on est tous différents. Et t'as des gens plus comme toi où bah, juste le fait de nager, tu vas te développer au niveau du haut du corps, et d'un côté c'est normal parce que bah, quand tu nages, tu te propulses avec tes épaules, ton dos et tout, donc c'est normal aussi de développer ce haut du corps, mais t'as peut-être effectivement de manière... innée ou génétique, je sais pas comment on peut qualifier ça, tendance à prendre du muscle et du volume. Il y a des gens qui aimeraient beaucoup être à ta place, je pense. Mais voilà, sans faire de muscu supplémentaire, prendre du muscle entre guillemets facilement. Et après, bah, t'as des physiques, comme tu disais, comme Dorian Coninx, là, qui sont plus fins, en fait. Et lui, malgré l'entraînement qu'il a, peut-être qu'il prend pas de volume musculaire, tu vois. Lui, du coup, c'est... Bah après, il est bien bâti, hein, le garçon. Hein, oui, mais bien sûr. Il est léger, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Après, faut voir le taux de masse grasse. Si tu trouves que t'es trop lourd ou trop volumineux, peut-être essayer de faire, entre guillemets, pas une sèche, parce que j'aime pas trop ce mot-là, mais... peut-être optimiser ce pourcentage de masse grasse. Parce que moi j'ai une problématique en tête, c'est que forcément il te faut des apports en protéines dans tes alimentations pour faire fonctionner... tes cellules. Ouais, ton corps. Pour tout faire fonctionner. Ouais. Mais du coup je me dis, les protéines ça aide aussi à se développer tes muscles et tout ça. Ouais. Enfin, est-ce qu'il y a un truc à calculer où tu te dis, bon, je prends des protéines mais pas trop, comme ça ça développe les muscles mais pas trop, enfin je sais pas. Après, tu prends de la supplémentation, genre de la whey ou des trucs comme ça, non? Non, rien du tout. Non, t'es vraiment 100% naturel. Je me suis mis à prendre des vitamines il y a 2 semaines, quoi. Ouais, ok. Après, il faudrait savoir combien de protéines tu manges par jour. Toi, j'ai même pas trop envie de parler de mon cas en particulier, quoi. Bah déjà, il y a une grosse composante morphologique, comme on me disait tout à l'heure. T'as des gens qui sont secs et élancés de nature, et puis t'en as d'autres qui vont avoir tendance à prendre plus de poids, que ce soit du muscle ou de la graisse plus facilement. Et ça, malheureusement, tu peux pas trop... tu sais, on dit il y a des physiques en fonction des sports où t'es un peu prédisposé pour certains sports en fonction du physique que tu peux avoir. Je pense que ça joue, tu vois. Genre, t'es plus léger, des muscles fins et tout, bah effectivement, tu vas pouvoir courir plus vite que quelqu'un qui a qui est plus volumineux. Enfin, tu vois, moi, je prends par exemple l'exemple de mon frère qui fait 1m80, 95 kg, qui est bien bâti, tu vois, il en chie pour courir, tu vois, c'est vraiment trop dur. Et il a des copains à côté qui font 1m75, à peine 70 kilos, même pas, ils courent super vite. Donc il y a ce côté morphologique aussi qui... Alors oui. Il y a l'entraînement et tout ça, mais... Ça joue, évidemment, oui, ça joue. Évidemment, mais à mon avis, ça joue pour une petite partie. Ou des contraintes et tout. Mais en tout cas, moi, c'est vraiment tout ce contre. Je veux me battre, en fait, pour dire qu'en fait, en vrai, oui, il y a des prédispositions. Là, je le dis plus par rapport aux gens qui vont écouter. Oui, bien sûr. C'est plus pour dire, j'ai tout sauf un physique de triathlète, en vrai. Je fais 1m72 et je viens du rugby et je suis pas léger. Et bref, j'ai un physique de prédisposé ni pour être nageur, ni pour être coureur, ni pour être cycliste. Bref. Mais par contre, ce qui est hyper intéressant, c'est que oui, on a des prédispositions, mais par contre, notre marge de progression via l'entraînement dans chaque sport, elle est énorme par rapport à ce qu'on peut imaginer de base, quoi. On s'imagine, je suis lourd, je suis petit, peut-être que je peux m'entraîner et gagner 2 minutes sur mon semi, alors qu'en fait on peut gagner 1 heure, quoi. Enfin, c'est fou, quoi, la manière avec laquelle on peut progresser grâce à l'entraînement, quoi. C'est ce que j'allais dire, en fait, t'as déjà entre guillemets des prédispositions de base,
Mais en fait, ça vaut pour pas grand-chose. Après, avec le travail, l'entraînement, la discipline, bien évidemment que tu peux aller contre ces prédispositions et c'est ce que t'a donné la nature, en gros. Et ça se voit aussi dans le fait... je fais le parallèle, même si ça entre guillemets pas grand chose à voir, le fait de, tu sais, on te dit ouais pour bien vieillir, en bonne santé, tout ça, ouais mais si je suis malade c'est parce que mes parents étaient malades. Non, ça tu vois c'est 5% de la génétique, les prédispositions, mais en fait c'est surtout toutes les habitudes que tu vas avoir, le fait de faire de l'exercice, de bien manger, de prendre soin de toi, de ta santé physique, mentale. Ça, par contre, ça va beaucoup plus jouer dans le fait de bien vieillir que ce qu'ont pu potentiellement te léguer tes parents, tu vois. Et dans le sport, je pense que c'est exactement pareil. Je pense que de base, oui, t'as des gens qui sont un peu plus faits pour tel ou tel sport, mais je pense qu'avec l'entraînement et le travail, tu peux compenser ces prédispositions-là. À certains niveaux, mais on peut en plus trouver des avantages à notre morphologie, quand au début on imaginait des inconvénients. Moi, c'est ce que j'aime aussi, c'est quand tu t'intéresses à un sport, au final tu vois qu'il y a plein de morphologies différentes dans le sport, et c'est cool d'avoir des gens qui sont au top niveau avec des morphologies un peu spéciales, parce que c'est ce qu'on appelle la représentation aussi, quoi. Que ce soit dans les séries ou dans le sport, voir des champions qui ont des physiques qui sont pas les physiques qu'on peut attendre, quoi. Ça montre que, quel que soit ton physique, tu peux faire ce sport-là. Bien sûr, ouais. Et heureusement. Et c'est hyper c'est hyper intéressant, parce que du coup, si tu regardes la télé, bon, au triathlon, évidemment, la plupart des sportifs sont très fins et tout. Ouais. Et t'as des mecs qui paraissent un peu des ovnis au milieu. Ouais. Bon, il y a un gars qui s'appelle Christian Blumenfeld, qui est un physique qui est assez trapu, et qui semble avoir une masse graisseuse pas si basse que ça, quoi. Ouais. Et qui, bon, lui, je m'étais intéressé au sujet, justement, et lui, il disait que ça avait été étudié, qu'ils avaient essayé de baisser la masse graisseuse, que ça l'aidait pas à être plus performant, et qu'au final, voilà, la morphologie, la graisse, c'est aussi un carburant qu'on peut utiliser à basse intensité, et du coup, ça a ses avantages et ses inconvénients selon surtout dans les efforts super longs, après, une fois que tu as épuisé, entre guillemets, tes stocks de sucre, enfin de glycogène, bah tu sais que c'est la graisse qui va prendre le relais, quoi. Ce qui se passe plus ou moins au bout d'1 heure, en gros. Ouais, en gros, c'est ça, ouais. Donc voilà, quand on parle de triathlon longue distance, voilà, bon, on a des apports en glucides évidemment tout au long de la course, mais bon, à un moment donné, ça va faut aller taper dans les graisses, quoi. Bref, ok, bon, je pense qu'on a parlé du sujet. On n'a pas de réponse à cette question, mais... on a des pistes, mais après, voilà, moi je te dirais voir un peu ta composition corporelle, enfin si c'est pour toi en tout cas, voir... masse musculaire, masse grasse et tout. Après, si tu veux optimiser ton poids pour être un peu plus léger, essaye peut-être de jouer sur ta masse grasse, mais c'est pas sûr que ce soit peut-être la bonne solution, parce que si tu perds du poids, ça induit de la fatigue, tu récupères moins bien, ça veut dire que tu baisses ton apport calorique, donc dans une logique d'entraînement comme tu le fais, je suis pas sûre que ce soit la meilleure solution. Après... C'est pour ça que pour l'instant, toi, je réfléchis à tout ça, mais j'ai même pas essayé d'être en déficit calorique ou quoi, parce qu'en fait, je veux pas prendre le risque de me fatiguer encore plus. C'est ça, Bon. Moi, je pense à une question là qui est intéressante. Je sais pas si je te l'avais noté sur l'alcool. Ah oui. Parce qu'en fait, je te donne le contexte un petit peu. Je pense que voilà, l'alcool, ça fait partie des résolutions que tu essaies de prendre quand tu te mets à faire beaucoup de sport et tout. Parce que de manière générale, c'est relié à un style de vie qui est pas forcément adapté à une grosse pratique sportive, quoi. Et on sait que de base, l'alcool, ça te déshydrate et ça nuit à la qualité de ton sommeil, en gros. Mais au-delà de ça, je pense qu'il y a aussi d'autres choses qui se passent. C'était mon coach qui m'en avait parlé. En gros, j'avais fait une semaine de coupure cet été où j'avais fait la fête avec mes potes. 0 fête pendant 1 an. Par contre, pendant une semaine, je vais m'amuser avec mes potes. Et le dimanche de cette même semaine, j'ai fait une course. Et je sais pas, c'était pour le fun, quoi. Ouais. Mais en fait, je nage, je monte sur le vélo, et dès que je monte sur le vélo, je sais pas comment utiliser le bon terme, mais je suis chargé en lactate, quoi, en gros. Ouais. Mon coach m'a dit, c'est vrai que c'est aussi une variable du fait de prendre de l'alcool avant, les jours d'avant, etc. En gros, c'est que t'avais mal aux jambes, quoi. T'avais les jambes... J'avais les jambes... lourdes. Ouais, vraiment, qui commençaient à être chargées, comme si j'étais bien au-dessus de mon rythme, en fait, quoi. Alors qu'en fait, mes indicateurs me montraient que j'étais sur des allures qui devaient être tranquilles pour moi, tu vois. Ouais.
Ok. Donc bref, donc ça c'est peut-être un exemple qui m'y a fait penser, mais je voulais savoir un petit peu voilà, comment toi tu voyais les choses, quel était l'impact de l'alcool sur la performance, l'entraînement, tout ça. Ouais, bah, comme tu l'as dit, l'alcool, en premier, ça déshydrate. Ensuite, ça fait excessivement travailler ton foie. Je sais pas si ça peut induire de la fatigue ou de l'inconfort, mais en tout cas, c'est pour ça que les gens qui boivent trop d'alcool, après, ils ont des problèmes de foie, parce que, en fait, ton corps reconnaît l'alcool comme une substance nocive, et du coup, il va chercher à l'éliminer le plus rapidement possible. C'est pour ça que ça fait beaucoup travailler ton foie. Ensuite, bah, ça cause quand tu bois, on sait très bien que ça cause des problèmes système nerveux central, t'es plus trop toi-même et tout ça. Mais après, en termes sur la performance sportive, oui, donc déjà déshydratation. Ensuite, ça altère ta capacité aérobie. Et donc c'est pour ça, je pense, que t'as une surproduction de lactate et ça acidifie aussi ton organisme. Et donc je pense que ça favorise du coup majoritairement des voies de production qui sont indépendantes de l'oxygène. Et je pense que c'est pour ça que ça peut induire aussi ces sensations que tu as décrites au moment du vélo par exemple. Ça altère après la récupération. Tu récupères moins vite, tu dors moins bien, tu l'as dit. L'alcool, c'est pas bien. Très bonne manière de clore. Quand on veut performer, en tout cas, mais bien sûr, l'alcool, on en boit tous hein, quand on fait des repas ou des soirées avec des amis. Je dis pas qu'il faut pas en boire, mais quand on est dans une optique vraiment de performance et de mettre toutes les chances de son côté, de faire un bon chrono et de se sentir bien, bah oui, on évite l'alcool, quoi. Ok, bah du coup, moi, c'est intéressant parce que du coup, c'est ce point-là qui m'intéressait de. Comment t'as dit que ça impactait la capacité aérobie, l'utilisation de l'oxygène en gros, si tu veux être plus simple. Ok, et du coup, sur le moyen terme, en fait, sur plusieurs jours, quoi. Bah oui, surtout si t'as bu pendant une semaine tous les soirs. Non, j'étais raisonnable. Ouais, je sais pas, hein. Mais oui. Mais c'est-à-dire qu'on parle pas de boire la veille, quoi. Ou voilà, c'est un truc qui peut être un peu durable si c'est une habitude. Admettons quelqu'un qui est pas à la recherche de performance, qui fait, je sais pas ce qui est raisonnable ou excessif, mais 2 apéros dans la semaine, quoi. Oui, ça peut impacter. Bah, dans tous les cas, à partir du moment où tu bois l'alcool, ton corps il va forcément plus travailler pour l'éliminer, donc ton foie va plus travailler. Tu vas moins bien dormir. Tu vas être déshydraté, tu vas devoir boire plus. Dans tous les cas, dès que tu bois de l'alcool, t'as quand même tous ces phénomènes-là qui se mettent en place. Donc après, à toi de voir dans quelle mesure... Non, mais moi je trouve ça intéressant parce que kiffer votre vie, quoi, mais juste... c'est cool d'être au courant de ce qui se passe, en fait. Et puis il y a aussi l'alcool, ça favorise l'inflammation. Donc, tout le côté inflammatoire, comme la charcuterie, trop de sucre transformé aussi. Tout ça, ça va favoriser des états inflammatoires. Et quand on s'entraîne beaucoup, déjà, on a plus de malchance d'avoir des inflammations un peu de partout. Donc si on peut éviter de consommer des aliments ou des choses qui vont favoriser cette inflammation, c'est mieux quand même. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton travail que tu as fait avec l'équipe de France Olympique par rapport aux analyses de sang, etc. Ouais, alors en gros, donc il y a un regroupement de chercheurs qui s'est créé en 2020, je crois, 2021, non 2020. Donc c'est tous les chercheurs français qui travaillent sur l'hypoxie, qui ont fait un appel à projet à l'État pour financer des protocoles d'entraînement donc avec les équipes nationales, certaines équipes nationales, pour des protocoles d'entraînement en hypoxie, donc différents protocoles avec différents types d'entraînement, etc. Et récolter des échantillons biologiques pour faire des analyses. Et donc, ils ont eu de l'argent pour faire ces protocoles-là. Et donc, moi, par mon doctorat, je suis impliquée là-dedans parce que je récupère, à Lyon, on récupère tous les échantillons biologiques, donc le sang, et il y a des échantillons de salive aussi. Et on fait les analyses biologiques au labo. Je peux pas communiquer tous les détails parce que les projets sont encore en cours. Mais il y a plusieurs équipes nationales, différents types de sports, endurants, intermittents, voilà, on a des hommes, des femmes, et différents protocoles donc, d'entraînement, que ce soit
de la répétition de sprint en hypoxie avec de la chaleur ou du froid. On a des protocoles d'entraînement où c'est des stages de 3 semaines en altitude, donc ils s'entraînent en altitude et en plus ils dorment aussi en altitude. On a d'autres protocoles d'entraînement où ils s'entraînent au niveau de la mer, mais leur phase de repos c'est en hypoxie. Donc on a toutes ces choses-là. Donc c'est des athlètes de très haut niveau. Et donc à Lyon, on récupère donc les échantillons de sang pour doser tout ce qui est en lien avec le PO, le fer, le stress oxydant, les défenses antioxydantes. Et dans la salive, on dose le cortisol, donc l'hormone un peu du stress. Et en gros, c'est ça. Et du coup, le but, c'est quoi ? Le but, c'est de voir ces nouvelles méthodes d'entraînement, enfin, parce qu'il y en a certaines qui sont plus ou moins nouvelles, voir si c'est bénéfique pour ces athlètes-là, et après potentiellement proposer ces méthodes d'entraînement-là dans un cadre de préparation pour des grandes compétitions comme les Jeux Olympiques. Parce que du coup, on est toujours en relation, enfin, pas moi, mais les autres chercheurs responsables sont en relation étroite avec les coachs. Et donc, c'est vraiment un échange, tu vois. Il y a tout ce côté biochimique, là, où on récupère le sang et la salive. Mais il y a aussi tout le côté performance, où ils analysent la fréquence cardiaque, la saturation en oxygène, ils font des tests de perf, donc que ce soit des tests de capacité à répéter des sprints, ou alors des épreuves type en fonction des sports qui sont concernés. Donc il y a tout ce côté performance et tout ce côté biologie. Et après, on essaie de faire la relation entre les deux. Et c'est pour ça qu'aussi, c'est important d'être en relation avec les coachs. Voilà. Et donc, en gros, la partie performance, c'est tout ce qui a été analysé d'abord. Donc, moi, je m'occupe pas de ça, mais tous ceux qui travaillent là-dessus, c'est vraiment, ils se sont concentrés sur ça d'abord. Et nous, toutes les analyses biochimiques, ça se fera cet été, notamment quand je vais rentrer du Canada, quoi. Du coup, c'est un peu la dernière question, et à mon avis, t'es calé dessus. Quand on se blesse et qu'on est passionné, on a toujours envie de revenir le plus vite possible et essayer de tout mettre en œuvre pour revenir vite. Enfin, moi, l'an dernier, j'ai eu des phases où je me suis une petite blessure, commençais à me dire, ok, faut que je mette de l'huile, faut que je mange des protéines et que je mange ceci et que je m'hydrate beaucoup et je mets des trucs chauds, des trucs froids. Et tu vois, t'essayes d'un coup faire plein de trucs pour essayer de vite guérir et essayer de créer un truc magique pour vite guérir. Donc pour toi, comment faire pour guérir le plus vite possible d'une blessure et comment revenir le plus vite possible, quoi. Alors déjà, faut s'adresser aux bons professionnels, que ce soit médecin, kiné, tout ça. Et je pense que c'est hyper important. Il faut pas négliger, s'il y a besoin de rééducation, il faut surtout pas négliger cette phase-là. C'est la rééducation, à mon avis, c'est la clé pour revenir le plus rapidement possible et dans les meilleures conditions. Et dans la rééducation, j'inclus que ce soit des séances de kiné, mais j'inclus le sommeil, la nutrition. En fait, on répète toujours les mêmes choses, mais c'est vrai que ça passe par là. Le sommeil, la nutrition, l'hydratation, le repos, et il faut être patient aussi. Et ça, je sais que quand on est sportif, des fois, on n'est pas très patient. Parce qu'on a envie, comme tu dis, de revenir vite. Et en fait, le risque, c'est que si tu reviens trop vite, tu te refais mal. Et là, ça dure encore plus de temps. Donc après, encore une fois, c'est toute une question d'équilibre, de ressenti, et il faut être honnête envers ses ressentis, pas dire non, c'est bon, je suis pas mal, je vais retourner m'entraîner, ça passera. En fait, non, tu vois. Après, c'est délicat aussi, ça, parce que c'est très rare d'être à 100% et d'avoir aucune blessure, aucun pépin physique et tout. T'as toujours mal quelque part. Et des fois, tu peux aussi doser tes blessures pour continuer à t'entraîner dessus, et le corps va quand même réussir à guérir les choses. Bon, moi, ça, c'est encore une fois un message à prendre avec des pincettes, et j'encourage personne à s'entraîner quand t'es blessé. Ouais, des fois, t'as des inflammations, des tendinites, tout est un peu limite. Et en gérant bien tes entraînements, bonne hydratation, etc., tu peux quand même forcer un peu le destin et ça peut guérir aussi. Moi, je commence un peu à l'avoir, ça, ce truc d'arriver à gérer tes blessures, à t'entraîner même quand t'as un petit problème, quoi. Mais ça vient avec l'expérience de savoir doser quand t'as vraiment un vrai problème, il faut tout de suite s'arrêter le plus vite possible, quoi. Et où tu peux quand même continuer. Et ça va passer avec le temps, quoi. Oui, parce que quand on est sportif de haut niveau, je pense qu'on apprend à avoir
avoir mal en fait. Parce qu'on se fait mal quand on est à l'entraînement, c'est vrai qu'on a souvent des douleurs, que ce soit articulaires, musculaires. Donc après, la douleur, elle fait quand même... Ça va peut-être être très pessimiste pour les gens qui vont écouter, mais la douleur, ça fait partie du sport. Et donc on apprend. Et en fait, ce qui peut parfois être difficile, c'est de faire la distinction entre une douleur qui est liée à l'entraînement, tout ça, et une douleur qui va devenir pathologique, qui est pas normale. Et souvent, on sait pas trop, et effectivement, c'est au fur et à mesure de la pratique, de s'entraîner, qu'on apprend à faire la distinction entre les deux. Et même des fois, on n'y arrive pas, et c'est au moment où la blessure survient, on se dit putain, en fait, c'est vrai que j'avais mal depuis quelques temps, j'y ai pas pensé que ça pouvait être ça, et des fois, tu t'en rends compte quand c'est un peu trop tard, quoi. Donc c'est... ouais. Justement, tu parlais du tapis anti-gravité, ça me fait penser à une image d'un triathlète d'équipe de France qui s'appelle Vincent Louis, qui a eu je crois que c'est des fractures de fatigue, notamment la hanche, je crois. Et tu sais, du coup Ouais, j'ai déjà entendu parler, ouais. Fracture de fatigue, tout ça. Et du coup, qui a utilisé le tapis... Enfin, je crois l'avoir vu sur les réseaux sociaux qu'il avait utilisé le tapis anti-gravité. Et j'ai écouté un podcast, là, il n'y a pas longtemps, où il disait... c'est plus une histoire d'expérience personnelle que de reposer sur une étude, mais il disait 50% des mecs qui arrivent au JO sur la ligne de départ, ils sont blessés, quoi. Parce que lui, c'était pour dire ils s'entraînent beaucoup trop, ils essayent de repousser leurs limites physiques jusqu'au point de rupture, mais en même temps, ça veut dire que c'est que des athlètes qui sont aussi capables de s'entraîner avec la blessure. Avec la blessure, quoi. Et passer outre tout ça, après, parce que t'es obsédé par ta performance, quoi. Ouais, exact. Après, et en même temps, lui, à mon avis, il commence à avoir beaucoup d'expérience sur la blessure. Et il disait que là, il vient de passer une année à être dans la maîtrise de ses volumes d'entraînement, justement, je crois qu'il disait... tu me donnes 6 semaines d'entraînement propre, sans blessure, je peux être hyper performant. Enfin bon, bref. Il y a ce rapport de s'entraîner, risquer la blessure, s'entraîner en étant blessé, faire des courses en étant blessé, et en même temps faire attention de ça. Mais après, quand on fait du sport, on sait que la blessure aussi, ça fait partie intégrante de la vie du sportif, tu vois. C'est aberrant de dire je fais du sport et je me suis jamais blessé. Il y aura... Enfin, moi, je pense qu'il y a toujours un moment dans une carrière sportive où tu vas avoir des blessures. Moi, j'ai nagé, j'ai eu les 2 épaules infiltrées parce que tendinite à répétition, tout ça. J'ai eu une hernie discale, je sais pas si c'était lié au sport, mais voilà. Donc, j'ai un problème au genou. Enfin, tu vois, il y a plein de... Quand tu fais beaucoup de sport, tu sais que la blessure, c'est comme les douleurs, ça fait partie de la vie du sportif. Après, comme tu dis... Après, ça fait partie de l'apprentissage aussi. Exactement, quoi. C'est ce que j'allais dire. Parce que si quelqu'un ne se blesse pas, c'est qu'il fait tout parfaitement dès le début, et tant mieux pour lui. Tant mieux pour lui, mais... ouais. Mais je sais pas si ça arrive. Enfin, moi, j'ai jamais entendu un sportif me dire non, je me suis jamais blessé. Après, quand tu dis sportif, là, tu penses à sportif de haut niveau. Oui. Parce que voilà, les gens, mettez-vous au footing, il n'y a pas de souci, vous n'allez pas forcément vous blesser si vous faites les choses raisonnablement. Exactement. Encore que vraiment, se mettre à la course à pied, c'est le truc le plus risqué si tu vas comme un bourrin, quoi. Ouais, c'est sûr. Mais non, après, voilà, les gens qui veulent se mettre au sport, faut le faire. Si on n'y connaît rien, faut s'entourer des bonnes personnes. Trouver un bon coach, enfin voilà. Et puis, il faut pas avoir peur d'y aller quand même, quoi. Parce que là, c'est vrai qu'on parle du sport de haut niveau, mais le sport, c'est quand même quelque chose de bénéfique, et pour être en bonne santé, c'est hyper important. Ok, écoute, je pense qu'on a discuté un bon moment. Ouais. Merci beaucoup, Marie. En vrai, de rien. C'était trop cool. Moi, ça m'a beaucoup intéressé. J'espère que ça intéressera les gens. J'espère. Et voilà, et puis peut-être que si t'es motivé et que ça a plu aux gens, on fera peut-être un autre épisode. Écoute, avec plaisir. N'hésitez pas à mettre vos questions en commentaire et on y répondra dans la prochaine vidéo alors. Merci beaucoup, Marie. Merci à toi.